Ligne à droite, le grand entretien, Maud Koffler. Le grand entretien ce matin avec notre invité Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Florian Philippot, vous êtes président des Patriotes. Alors, on va commencer, je pense, avec cette actualité politique qui nous met tous en haleine depuis un certain temps, qui nous tient tous en haleine, la nomination d'un Premier ministre. Vous ne l'avez pas, vous l'avez certainement vu passer. Ce matin sont reçus François Hollande, Nicolas Sarkozy, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence politique en général, dans sa globalité, qui dure depuis quand même quasiment 2 mois, et de cette réception aujourd'hui à l'Élysée ? Alors, sur la réception du jour, elle fait un peu sourire parce qu'on se rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron a été élu sur le Nouveau Monde, tout allait changer, et on se retrouve ce matin avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, Xavier Bertrand. Il y a 20 ans, jour pour jour, il était ministre déjà, Xavier Bertrand. Bernard Cazeneuve, qui était Premier ministre il y a 8 ans. Tout ça sent plus la naphtaline que le Nouveau Monde. Donc là, il y a un côté un peu risible. Sur la séquence, tous les records ont été battus. Un pays sans gouvernement, record de la 5e République battu depuis longtemps, c'était 9 jours. Record de la 4e République a été battu il y a une dizaine de jours. Et pourtant, on nous avait dit que c'était la République la plus instable de toutes, la plus compliquée. La réalité, c'est que... il y a plusieurs choses à dire, mais Macron, en réalité, a cherché à gagner du temps tout l'été. Il nous a dit d'ailleurs, ça a été relevé par je ne sais plus quel journal la semaine dernière, il a déclaré, l'Élysée a rapporté, il a déclaré à ses conseillers, le résultat des élections n'engage pas le président de la République. Au moins c'est clair. Oui. Donc on a fait voter les Français aux européennes, puis 2 fois aux législatives. Législatives, c'est lui qui l'a même décidé en surprenant tout le monde avec cette dissolution. Et en réalité, il ne se passe strictement rien. La question que doivent se poser les Français, c'est que ce n'est pas très étonnant, ce n'est pas une énorme surprise. Et pourquoi il ne se passe rien ? Parce qu'il ne peut rien se passer. Parce que nous sommes dans un système où, de toute façon, le 20 septembre, nous devons remettre à Bruxelles notre plan d'austérité. En juillet dernier, nous avons été mis en procédure de déficit public excessif, c'est-à-dire de fait sous tutelle. Ouais. Nous devons remettre nos lignes budgétaires pour 4 ans. Nous devons négocier avec Bruxelles les réformes qu'on va devoir mettre en place dans les années qui viennent. Nous sommes soumis à 2,7 milliards d'euros d'amende à payer à la Commission chaque année si nous dévions un tout petit peu de cette ligne. Donc que ce soit M. Cazeneuve, Bertrand, Mme Castex ou je ne sais qui, on nous a encore parlé, je ne sais plus de qui on nous a parlé, du maire de Saint-Denis, je crois. Oui. Je sais pas. Ils sont nombreux. Et oui, même Mme Castex, on dit c'est le NFP, c'est l'opposition. Ses amis ont rapporté que quand il y a eu les fameuses consultations la semaine dernière, Macron lui a posé la question « Qu'est-ce que vous pensez en matière de politique étrangère ?» Il y a englobé l'Europe. Et elle a répondu, c'est repris dans la presse, sur l'Ukraine et sur l'Union européenne, tout me va. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de différence avec Macron sur l'Ukraine et l'Union européenne, c'est-à-dire sur 99% de la politique. Donc, tout ça, c'est un jeu de dupes. Il s'agit de faire traîner les choses pour sortir, pour épuiser les gens et puis à la fin imposer une espèce de gouvernement technique de fait qui obéira à Bruxelles, c'est tout. Le reste n'a plus d'importance. Et puis vous dites que Emmanuel Macron gagne du temps, fait durer un petit peu cette séquence, effectivement, ça c'est vrai. Mais pour quelle stratégie, pour quelles conséquences aussi ? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le Premier ministre qui sera nommé à ce poste, donc, il sera immédiatement censuré. Il ne pourra jamais gouverner. Non, il ne sera pas forcément censuré. Non, il ne sera pas forcément censuré. Vous avez hier le RN qui a déclaré que si c'était Cazeneuve, il regarderait, il prendrait le temps de voir la politique qui sera menée, blablabla, et qu'il ne déposerait pas ni ne voterait de motion de censure. Donc, vous n'auriez pas de censure. Moi, je l'ai fait remarquer, j'ai alerté pendant tout l'été, j'ai dit attention, ils sont tous en train de nous dire si demain il y a un gouvernement avec LFI, on censure tout de suite. LR nous a dit ça, le RN nous a dit ça, Attal nous a dit ça, donc ils étaient tous d'accord. Ok, très bien, mais ça n'arrivera pas. Moi, j'avais dit ça, ça mange pas de pain de le dire, ça fait plaisir à certains électeurs, sauf que et ils le savent, ça n'est pas un scénario possible. Par contre, le vrai scénario, c'est les macronistes qui se remettent au pouvoir alors qu'ils ont été battus dans les urnes. C'est exactement ce qui va se passer, d'une manière ou d'une autre, et pour appliquer la politique du système, la politique de Bruxelles. Et là, est-ce que vous allez censurer ? Et là, non. Le RN nous dit « Ah non, on va voir. » Mais on a vu, ça fait 7 ans qu'on les a vus. Ça fait 7 ans qu'on les connaît. Ils sont au pouvoir depuis 2017. On connaît leur politique. Justement,
Le RN, Florian Philippot, est-ce qu'il s'impose suffisamment? Parce qu'on dit que le nouveau Front populaire, enfin la gauche en tout cas, est la mieux placée pour imposer un candidat. Et en même temps, les résultats législatifs, certes, donnent plus de sièges, peut-être nouveau Front populaire, mais en termes de nombre de voix, alors je ne sais pas ce qui pèse le plus, mais c'est la droite qui a remporté en quelque sorte. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce qui va compter maintenant, c'est le nombre de députés, puisque c'est eux qui votent, c'est eux qui votent les motions de censure, ou peuvent même voter la destitution du président de la République. Je ne vais pas refaire l'élection législative, mais enfin bon, il s'est passé beaucoup de choses dans l'entre-deux tours, et le résultat est pour le RN bien moindre que ce qu'ils pouvaient imaginer au départ. Parce qu'il y a eu les désistements, c'est évident, ça leur a fait perdre des sièges, ça leur a fait perdre automatiquement la majorité absolue. Ça, on le savait, mais ils devaient quand même avoir 250 députés, pas 140 avec leurs alliés. Et ils en ont perdu 100 en route, parce que honnêtement, leur campagne de second tour n'a pas du tout été au niveau. Il y a eu des problèmes dans les candidats, des problèmes dans le... Ils ont abandonné complètement leur programme, souvenez-vous, jour après jour, comme un grand striptease. Ils revenaient sur... Voilà, chaque jour, ils retiraient un élément de leur programme, c'était l'effeuillage. Tout ça, c'était quand même assez pitoyable, mais ça s'est payé dans les urnes. Mais maintenant, la réalité, c'est que non, ils ne sont pas suffisamment présents. Ils se veulent premier parti d'opposition. Ils ne veulent pas voter la destitution de Macron. Ils ne veulent pas la voter, ils l'ont dit, ils ne la voteront pas. Ce qui est incroyable. Enfin, c'est quand même... S'ils considèrent que Macron n'a pas manqué à ses devoirs constitutionnels, je ne sais pas ce qu'il leur faut, très honnêtement. Encore la séquence cet été, la guerre contre la Russie, de fait, les milliards dépensés là-bas, le fait qu'ils voulaient emmerder, je le cite, des millions de Français. Enfin, je ne sais pas ce qu'il leur faut, en fait. En même temps, ils ne veulent pas voter les motions de censure, ils n'en déposent pas. Je rappelle qu'ils n'en ont pas déposé depuis 1 an maintenant et qu'ils n'en ont pas voté depuis 1 an. Ce n'est pas nouveau. Ouais. Il y a une complicité de fait. Je vais parler très clair parce qu'on va arrêter de tourner autour du pot. Il y a une complicité très claire aujourd'hui de fait entre le RN et la Macronie. Macron a passé son été au téléphone depuis le fort de Brégançon à négocier. C'était Politico et Le Monde qui avaient raconté les coulisses de ces négociations. Il a eu au téléphone tout l'été toutes les oppositions, dont le RN, et ils ont négocié ensemble qu'il n'y aurait pas de motion de censure, qui sauverait la tête et la peau du macronisme et qui nous renverrait à 2027 en disant tout va changer en 2027. Sauf que ça fait 30 ans qu'ils disent que tout va changer le prochain coup, que ça ne changera pas. Si on continue dans cette voie-là, ce qui va juste se passer en 2027, c'est qu'ils mettront un nouveau clone du macronisme à la place de Macron. C'est tout. Macron se perpétuera parce qu'il trouvera une astuce constitutionnelle pour faire un 3e mandat. Il en est parfaitement capable. Je suis peut-être un peu terre à terre, mais si le RN votait la destitution d'Emmanuel Macron, cette destitution avait vraiment lieu, ce qui semble quand même assez compliqué institutionnellement, mais est-ce que le RN ne pourrait pas craindre justement de ne pas être avantagé dans cette démarche et que finalement, pourquoi pas, on l'a vu avec les législatives, le nouveau Front populaire se retrouve en meilleure position que le Rassemblement national. Si Macron est destitué, il y a une nouvelle élection présidentielle et Macron ne peut pas se représenter parce qu'il aura fait 2 mandats, même si le deuxième n'est pas terminé, mais il aura fait 2 mandats consécutifs. Bon, il y aura une élection présidentielle. Je préfère 1000 fois ça que les Français choisissent plutôt que de continuer 3 ans, parce qu'il nous reste 3 ans à tenir au moins. Avec on Macron, a tenu 7 ans, Philippe. Moi je préfère, c'est déjà trop, 7 ans de trop, 7 ans de malheur. Je préfère abréger ces souffrances-là. Honnêtement, peut-être que vous avez raison, c'est peut-être ces petits calculs derrière, mais ça n'est juste pas possible, en fait, vu la gravité de la situation. Alors quoi? On va attendre que la France soit intégralement ruinée, que ce soit l'insécurité maximum dans nos rues, que nous soyons en guerre officiellement contre la Russie, que nous ayons demain le pass sanitaire européen, puisqu'il commence à être testé ce mois-ci dans 5 pays, qu'il n'y ait plus aucun canal de liberté d'expression parce que Macron va fermer les réseaux sociaux un par un avec la complicité de Bruxelles. On attend la politique du pire sur un calcul très hypothétique en se disant ce n'est pas possible. À un moment, il faut prendre ses responsabilités dans la vie. La situation est catastrophique. Macron est un traître à la nation. Et je le dis clairement, j'ai fait une manif pour la destitution avant-hier dans Paris. Nous, ça fait des mois qu'on manifeste pour ça. On n'a pas attendu LFI. Je le dis très clairement, tout parlementaire qui ne votera pas la destitution ou tout député qui ne votera pas une motion de censure contre un gouvernement Cazeneuve ou autre, je suis désolé, c'est un traître à la nation. La situation est bien trop grave. On n'est plus dans un jeu politicien classique. On est bien au-delà de ça et chacun le ressent. On est dans un moment historique où les choix fondamentaux doivent être faits clairement et doivent être établis devant l'opinion publique. Écoutez, c'est exactement ce qu'on demande aux députés de faire maintenant. Est-ce que les Français veulent la destitution du président de la République, Florian Philippot ? Moi, je le pense. Vous le pensez ? Moi, je le pense. Je pense que les Français ne supportent plus Macron
et qu'il serait d'accord pour utiliser cet article qui existe dans notre Constitution, l'article 68. S'il existe, c'est bien qu'il doit être utilisé à un moment ou à un autre, qu'il peut l'être en tout cas. Et il serait, à mon avis, parfaitement d'accord pour considérer que Macron aujourd'hui n'a plus la légitimité, faire une espèce de table rase démocratique et puis repartir sur des choix et des débats fondamentaux. Moi, je pense que les Français, même au-delà de la destitution, aimeraient qu'on leur pose des questions de fond. Les vraies questions qui n'ont pas été posées à l'élection européenne par les listes autorisées dans les grands débats médiatiques, donc la mienne n'était pas autorisée dans les grands débats médiatiques, ni surtout pas aux élections législatives qui n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu de campagne, ça a duré 2 semaines. Les grandes questions de fond n'ont pas été posées. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'il y ait demain un État européen et que la France disparaisse? C'est le vrai sujet. Est-ce que nos paysans sont d'accord pour que, dans quelques jours, un nouveau traité de libre-échange, le plus gros qui ait jamais existé avec le Mercosur, soit signé à Brasilia? Parce que ça va être le cas le 5 et 6 septembre. Ça a été confirmé par la Commission européenne. Est-ce que les Français sont d'accord pour que leur pays soit embarqué dans des guerres qui ne soient pas les nôtres et qui servent les intérêts d'un État profond américain parce que nous sommes dans l'Union européenne et dans l'OTAN? Ce sont des questions fondamentales. Ce sont les vraies questions. Est-ce qu'ils sont d'accord pour ne plus avoir la parole parce qu'on met le PDG de Telegram en prison et qu'on cherche des poux tous les jours à Elon Musk parce que le réseau social X est trop libre? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce que vous avez un seul parti politique représenté au Parlement qui pose ces débats-là? Non, rien, de rien, de rien. Ils n'osent même pas bouger le petit doigt face à Macron. Alors écoutez, il y a un moment ou un autre où les Français vont devoir prendre par eux-mêmes leur destin en main. Alors justement, vous avez évoqué ces censures, on peut poser le mot à la fois avec Pavel Durov, les comptes Instagram qui ont sauté de part et d'autre, Elon Musk, et puis l'interdiction de X au Brésil. Donc ça touche un peu le monde entier pour des raisons à chaque fois différentes, selon les dires des uns et des autres. Qu'est-ce qui se passe, Florian Philippot, en ce moment-là? Alors, les prétextes sont différents. Oui. C'est habillé d'une manière différente. Vous pouvez ajouter à la liste le ministre de la Justice du Danemark qui a annoncé qu'il souhaitait bannir dans son pays Telegram, Signal et WhatsApp. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez citer ce qui se passe au Royaume-Uni d'ailleurs aussi. On met en prison des gens parce qu'ils ont fait des tweets et on relâche des criminels qui ont tabassé les gamins, etc. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une offensive mondiale, et je dirais mondialiste, contre la liberté d'expression. Le juge au Brésil, parce qu'on dit les BRICS sont pareils, ben non, ce n'est pas les BRICS. Le juge Moraes au Brésil, c'est justement un représentant du courant mondialiste au Brésil. C'est un type qui, depuis des années, joue au dictateur, a été le principal accusateur de Bolsonaro, il a été ministre de la Justice, ce juge, il est très politisé, et il mène une guerre sans pitié à la liberté d'expression. Sauf que cette fois-ci, il y a eu une opposition. Avant, Twitter obéissait et fermait les comptes qu'il lui demandait de fermer de manière arbitraire et illégale. Là, il y a eu une opposition qui s'appelle Elon Musk, qui a dit non, on n'est pas d'accord. Donc, il dit on va fermer donc X. Oui, pour l'instant, en tout cas, X est fermé au Brésil et je soutiens les résistants brésiliens qui essaient de trouver des solutions. On leur dit même, si vous prenez un VPN, c'est $8 900 d'amende. C'est-à-dire 7 mois de salaire moyen brésilien. Musk et ses équipes sont en train de réfléchir à des parades techniques. Il y a des solutions. Mais il va falloir commencer à réfléchir à que se passe-t-il si nous n'avons plus de réseaux sociaux. Et il va falloir qu'on se connaisse en vrai. Oui. C'est pour ça aussi que nous, aux Patriotes, on fait beaucoup d'événements en vrai, beaucoup de manifs aussi, parce qu'il est bien que les gens s'échangent maintenant leurs coordonnées, se connaissent. Je ne parle pas d'une dystopie. Pour l'instant, ça paraît surréaliste. Ça peut s'accélérer. Donc, il faut que si les réseaux de résistance puissent continuer à travailler ensemble, il faut absolument qu'on se connaisse physiquement et qu'on se connaisse en vrai. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait les assises de la souveraineté le 14 septembre à Arras, où il y aura beaucoup de monde pour que les gens se connaissent, que tous les réseaux se connaissent. Et pourquoi ça accélère maintenant? Ça a beaucoup à voir avec l'élection présidentielle américaine. Oui, c'est ce que disait Mark Zuckerberg. Oui, je pense que ça a beaucoup à voir parce que certains souhaitent rendre la situation intangible avant une possible élection de Trump. Ils veulent rendre les choses irréversibles, que ce soit du point de vue de l'attaque contre notre liberté d'expression, que sur le volet de la guerre. Certains veulent accélérer l'entrée en guerre contre la Russie, le chemin de la Troisième Guerre mondiale, parce qu'ils savent que si Trump, allié aujourd'hui, et ça change beaucoup de choses, allié à Musk et allié à Kennedy Jr., c'est quand même un acquis de l'été assez phénoménal. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire en termes de capacité intelligente à dépasser les clivages et à s'allier pour l'essentiel. Eh bien, ça veut dire que, oui, Trump, c'est un défenseur de la liberté d'expression, allié à des grands défenseurs de la liberté, et c'est un partisan de la paix contre l'OTAN.
Donc, certains mondialistes fous veulent rendre le plus possible les choses irréversibles avant le mois de novembre. Bon, écoutez, à nous ici en France de trouver les parades, de faire connaître aux Français ce qui se passe, de faire savoir, puisqu'on ne peut pas compter sur nos médias, bon, ça on le savait. Je ne parle pas de vous, hein, vous ne parle pas des médias indépendants, vous faites le boulot extraordinairement bien, non, et ni sur les médias, on va dire, traditionnels, ni sur les parlementaires qui ne font absolument pas le travail. Nous avons une classe politique qui est absolument pas au niveau. Moi, j'ai passé l'été à regarder les débats politiques au Parlement américain, britannique, dans d'autres pays. Je peux vous assurer que c'est d'un tout autre niveau que la nullité que nous avons en France, de tout parti confondu. Justement, ce que vous dites correspond à un sondage que je citais tout à l'heure, sorti dans le JDD ce week-end. 78% des Français jugent que la France a des dirigeants politiques de mauvaise qualité. Et dans un autre genre, 72% des Français jugent que la France est en déclin. Florian Philippot. Je suis dans les deux camps majoritaires. Je suis d'accord avec ces affirmations, malheureusement. Et ça a beaucoup à voir. Les deux questions sont liées. Si nous sommes aujourd'hui en profond déclin, c'est que nous avons une classe politique qui a accepté et construit le déclin, en nous disant notamment que vous allez voir, la construction européenne va nous rendre beaucoup plus forts, on sera beaucoup plus entendu, beaucoup plus respecté, beaucoup plus de croissance, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'emplois, de tout ce que vous voulez. Le résultat, nos paysans sont à terre, le pays est désindustrialisé, il a 3 000 milliards et quelques de dettes, il n'a plus de voix dans le monde. C'est l'insécurité à chaque coin de rue et nous avons un niveau aujourd'hui de pessimisme, de désespérance dans le pays qui fait mal au cœur. Mais les gens sont lucides, ils voient bien qu'il n'y a pas d'espoir avec tous ces spectacles politiciens qui s'affichent, qui dégoulinent. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'il n'y a rien de perdu. C'est ça qui est terrible. Il faut au bout d'un moment comprendre cela et il faut briser cette couche de désespoir, essayer de voir au-delà et se dire que notre pays, il a des atouts. Notre pays, il a une histoire, il a des capacités, il a une influence encore dans le monde, un rayonnement. À nous de le reprendre en main, d'en faire ce que nous voulons et nous pourrons très vite nous redresser. Mais il serait temps maintenant de le faire et de ne pas laisser les clés à des gens qui, on le sait, vont conduire le camion dans le mur. Ouais. Florian Philippot, vous évoquiez tout à l'heure la disparition potentielle des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait si les réseaux sociaux n'existent plus ? Est-ce que parce qu'effectivement tout le monde est dessus maintenant, ça fait tourner le monde. Est-ce qu'en même temps ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont un peu tué le militantisme dont vous parliez ? Vous disiez il faut refaire corps d'une certaine manière, il faut que les gens se rendent compte qu'ils parlent. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas été cette espèce de faux parlement du peuple ? On dit parlement du peuple lorsqu'on évoque les comptoirs, vous savez, qui ferment un à un, donc on peut faire un lien, mais donc finalement est-ce que c'est pas presque une bonne chose que les gens se retrouvent un petit peu acculés et donc soient obligés de quitter ce monde virtuel ? Non, moi je ne considérerais pas que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Et si nous ne les avons plus demain, nous serons désinformés de beaucoup de choses. Imaginez avoir vécu la période du Covid sans les réseaux sociaux. Ah oui. Vous auriez eu comme seul son de cloche Jérôme Marty sur BFM TV ou Karine Lacombe sur LCI. Imaginez un instant ça et vous n'auriez jamais eu accès aux vidéos du professeur Perron, Raoult, Madame Orion-Claude, tout le travail que des résistants dont nous faisions et dont nous faisons partie faisaient, enfin tout ce travail-là. Donc non. Après, là où vous avez raison, c'est que ceux qui ont vu les réseaux sociaux comme un mirage de la nouvelle action et de la nouvelle résistance, qui considèrent qu'un clic ou un retweet est un acte de résistance, ça peut en faire partie, c'est bien de le faire. Il faut diffuser la bonne information ou la bonne action. Mais moi, j'ai toujours pris un soin vraiment énorme à préciser, parce que je suis d'accord avec vous. Attention, ça ne remplace certainement pas l'action militante, le terrain, les manifestations, les opérations coup de poing, tout ce que nous devons faire, par exemple, devant les tribunaux pour suivre Mme von der Leyen au pénal sur l'affaire du Pfizergate et des SMS, que nous on fait et tout ce qu'on va faire par ailleurs. Si nous prenons soin à côté de poursuivre les actions réelles dans la vraie vie de terrain, alors les réseaux sociaux ne sont pas un problème. Si on se cantonne à quelques vidéos de temps en temps sur YouTube et quelques tweets, alors oui, c'est un problème. Parce que ça, c'est une illusion d'action. Ça n'est pas l'action.
Florian Philippot, on va parler d'insécurité maintenant. L'actualité nourrit ce sujet abondamment. Les Jeux Olympiques, paradoxalement, sont très bien passés avec énormément de policiers, de forces de l'ordre un peu partout à Paris, en France. Mais la rentrée est chaotique. On l'a vu avec la petite Camilla, décédée hier soir, avec Éric Comines, le gendarme renversé par un automobiliste. J'ai une question assez simple, mais je devine un petit peu votre réponse. L'État est-il capable de protéger les Français au-delà du périmètre de sécurité des JO, Florian Philippot? Non, manifestement plus aujourd'hui. Si les JO se sont globalement bien passés, c'est parce que le choix a été fait de tout mettre, absolument tout. Enfin, c'est-à-dire tout, le moindre policier et gendarme de France, à un moment, était à Paris. Oui. Moi, j'y étais à ce moment-là, je peux vous assurer que c'était tous les 10 mètres, vous aviez 5 policiers ou 5 militaires ou 5 gendarmes qui patrouillaient. Et puis, à côté de cela, des choses qui ne sont pas souhaitables. Moi, je ne souhaite pas que, sous prétexte de sécurité, nous vivions dans un monde de QR code. Moi, à un moment, j'ai renoncé complètement à me déplacer dans Paris parce que je refuse absolument par principe de faire le moindre pass. Donc, je n'ai jamais fait mon pass JO. Je l'ai même poursuivi avec nos amis de VIA, Jean-Frédéric Poisson. Nous avons poursuivi ce pass. Nous l'avons devant la justice. Hein. Donc, on est contre cela. Mais si vous n'aviez pas votre pass, à un moment, vous ne pouviez plus circuler. Alors, évidemment, si vous êtes obligé de rester chez vous, il n'y a plus l'insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est que si c'est le confinement permanent, oui, vous aurez moins de problèmes dans la rue, moins d'insécurité, de criminalité, parce que tout le monde sera chez soi en permanence, est surveillé par un drone, la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, les QR codes, les passes. Mais je ne veux pas de cette société-là. Vous voyez, attention à ce débat sur l'insécurité. Bien sûr qu'il faut assurer la sécurité et la tranquillité de tous, mais ça peut se faire par des moyens qui ne sont certainement pas des moyens de surveillance généralisée. Ce n'est pas un choix. Soit vous avez la surveillance généralisée, mais vous n'avez plus de liberté, soit vous n'avez pas la surveillance généralisée, mais vous avez l'insécurité maximale. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. On peut préserver la liberté, avec une politique d'insécurité. Un exemple, la fillette malheureusement renversée lors d'un rodéo là, Camilla. en moto. Camilla est décédée. Son père l'a confirmé hier. C'est dramatique. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est le signal terrible envoyé par la justice. On laisse en liberté le criminel qui a fait cela. C'est incompréhensible pour les parents, c'est incompréhensible pour la société, mais c'est très compris. C'est très compris par les futurs criminels qui, eux, vont se dire, mais on peut continuer, il n'y a pas de problème. Même le moment où vous venez de tuer une gamine, une fillette, vous n'êtes même pas mis en tôle. Par contre, attention, gare à vous si vous faites un tweet contre Macron, parce qu'on viendra vous chercher chez vous à 6h du matin, je pense à notre ami Marc Doyer, et là, on vous emmènera en tôle, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, d'un côté, on nous dit on a réglé l'insécurité parce qu'on est allé chercher celui qui a fait son méchant tweet et on l'a mis en prison. D'un autre côté, on laisse les criminels, les vrais criminels, à peu près tranquilles dans notre pays. Donc, occupons-nous des vrais criminels et des vrais délinquants. C'est sur eux qu'il faut mettre le paquet. Et si certains doivent être renvoyés parce qu'ils sont étrangers et qu'ils n'ont rien à faire en France selon les règles de l'hospitalité, quand on est dans un pays, on ne bafoue pas les règles de ce pays, alors il faut les renvoyer FISA, chez eux. Voilà. Et pour ça, il faut avoir le droit de le faire. Hein, excusez-moi, parce que non, mais on en revient au problème. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'Union européenne, la Schengen, CEDH, la CEDH, vous ne pouvez renvoyer personne. Il faut être sérieux aussi 2 secondes. Hein. J'aimerais que tous les partis politiques obsédés par l'immigration, qui en parlent beaucoup, mais qui par ailleurs veulent rester dans l'Union européenne, Schengen et la CEDH, c'est-à-dire Reconquête et le RN, hein, on va parler clair, en réalité, vous disent n'importe quoi. Hein. Mais en même temps, on voit très bien que dans d'autres pays qui résistent d'une certaine manière à ces politiques, dans la limite du possible, je pense à l'Italie, à la Hongrie, l'Italie qui a réussi à diminuer massivement les entrées. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à gérer les sorties, c'est beaucoup plus compliqué, vous venez de l'évoquer. Mais donc, il y a moyen de contourner quand même certaines règles. Alors, attention, l'Italie, je vais remettre les pendules à l'heure. Le chiffre qui est sorti de moins 65% des entrées illégales en bateau. Attention, il y a 2 grandes parties de l'immigration. Vous le savez, il y a l'immigration légale, où là, Mme Meloni l'a doublé. Cette année, c'est 420 000 en Italie. Légalement, c'était 200 000 en gros avant. Donc là, elle l'a doublé. À côté, il y a l'immigration clandestine, qui est par définition plus difficilement chiffrable. Mais l'essentiel de l'immigration clandestine, ce n'est pas les entrées en bateau. Même en Italie, l'essentiel de l'entrée de l'immigration clandestine, ce sont les légaux que vous faites venir, qui à un moment ne sont plus légaux parce que leur titre de séjour ne vaut plus et qui deviennent illégaux. C'est ça l'écrasante source de l'immigration clandestine. Ce n'est pas du tout les bateaux. Donc, ce qu'a fait Mme Meloni, c'est qu'à un moment,
elle a fait baisser là, à 65% les entrées clandestines en bateau. Mais ça représente au total 11 000 personnes, cette baisse. Par contre, elle a augmenté de 200 000 l'entrée légale et donc massivement, elle va augmenter l'immigration clandestine, forcément, parce que dès que vous augmentez l'immigration légale, un an plus tard, vous avez une augmentation de l'immigration illégale par construction, puisque vous avez des légaux qui deviennent illégaux, qui refusent de repartir chez eux, comme ça, normalement, ça devrait être le cas. Donc non, Mme Meloni n'a pas du tout réglé le problème de l'immigration. Je vais vous dire, elle ne peut pas le faire tant qu'elle reste dans l'Union européenne, Schengen et la CEDH. La Hongrie, l'immigration a beaucoup augmenté, mais elle est dans un cas un peu différent parce que les gens en Hongrie passent. C'est rarement un pays de destination, contrairement à la France. Donc, la situation est plus simple à gérer qu'un pays comme la France, qui est un pays d'accueil, de destination finale, plus encore que l'Italie d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, regardez, il y a une preuve, ils ont craché le morceau quand ils ont attaqué la Hongrie, justement. Le commissaire européen à la migration a attaqué la Hongrie parce que la Hongrie va accueillir plus facilement des Russes et des Biélorusses avec Viktor Orban. Et là, le commissaire européen à la migration a dit, mais attendez, si vous accueillez plus de Russes, comme il n'y a pas de frontière nationale parce que nous sommes dans l'Union européenne, ils vont se retrouver chez nous. Ah oui, c'est vrai, c'est possible. Mais sauf que ce raisonnement, il vaut pour toute l'immigration. C'est bizarre que vous le teniez que pour les Russes. Parce que les Russes, c'est les grands méchants, on a bien compris. Mais vous ne le dites jamais pour le reste. Donc voilà, là, ils ont craché le morceau parce qu'ils étaient sur un cas où ça les dérangeait parce que c'était les Russes. Florian Philippot, autre sujet, j'ai vu que vous aviez vivement critiqué, en tout cas vous ne l'avez pas vu d'un très bon œil, la création du nouveau parti d'Éric Ciotti, l'UDR, Union des droites. Pourquoi cette critique ? Non, parce qu'il a voulu prendre un logo, un sigle gaulliste, UDR, je crois que c'est en 67, qui est un parti qui se voulait soutien du général de Gaulle. Bon, Éric Ciotti n'est pas gaulliste. Il faut arrêter cette fable. Écoutez, Éric Ciotti, il a voté tous les traités européens. Il a accepté la trahison de Lisbonne en 2008 contre le référendum des Français qui avaient dit non. Donc moi-même, j'ai dit non. Je me fais campagne activement pour le non. Il a toujours soutenu l'OTAN. Il a voté en mars dernier comme député l'accord militaire entre l'Ukraine et la France. Les 3 milliards cette année pour l'Ukraine de Zelensky, l'engagement de la France à ce que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, à l'OTAN, etc. Ciotti, OK. Il a soutenu ardemment Sarkozy, qui nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN, qui a fait la guerre de Libye avec BHL, tout ça, qui a vendu 300 tonnes d'or, qui a fait la trahison de Lisbonne. Voilà, il veut la retraite à 65 ans, donc c'est encore pire que Macron, mais ça ravira encore plus Ursula von der Leyen. Donc au bout d'un moment, vous additionnez tout ça, M. Ciotti n'est absolument pas gaulliste, il n'est même absolument pas souverainiste, national ou patriote. Très opportuniste, M. Ciotti. Là, il devait sauver son siège, c'est tout. Donc il a fait l'alliance qu'il fallait faire. Je ne sais pas combien de temps elle durera. Mais moi, Mélanie Ciotti ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne pense pas que ce soit une force politique considérable aujourd'hui. Ce qui m'intéresse plus, c'est quelle est la réaction du RN, quelle est la stratégie du RN. Comment le RN, qui se veut un parti souverainiste, national, patriote, en tout cas soi-disant, peut trouver comme alliance quelqu'un qui en est l'antithèse parfaite au-delà des discours. Moi, je dis aux gens, sortez des discours. Les discours vous enfument et vous trompent et vous bernent depuis 30 ans. Sortez des discours, regardez la réalité des votes, regardez la réalité des actions. Et là, vous verrez la réalité des gens. Voilà, oui, mais Philippot, si on part de ce constat-là, et je pense que vous avez raison, en tout cas assez largement, on n'arrivera jamais à faire une union des droites, en fait. Mais moi, je ne veux pas l'union des droites ou l'union des gauches, je veux l'union des patriotes. Je ne veux surtout pas que les gens se laissent berner par le clivage gauche-droite. Ce clivage gauche-droite est fait pour les tromper et pour jusqu'à ad vitam aeternam donner le pouvoir au bloc central mondialiste. Sarkozy avait fait une sorte d'union des droites. Il avait fait une campagne en 2007 ultra droitière. Il allait tout révolutionner, arrêter l'insécurité, l'immigration, passer les racailles au Karcher. Tout le monde devait rentrer chez soi. Vous allez voir ce que vous allez voir quand il se baladait dans les cités. Ces racailles, on va s'en occuper. Oui. Personne n'a oublié ça quand même. Il ne fallait pas faire le traité de Lisbonne, ça allait être un mini-traité. Il n'allait pas trahir les gens. Et puis, il a fait la politique du système une fois qu'il était au pouvoir, immédiatement. Mais pourtant, donc si on raisonne si Ciotti demain était au pouvoir, quelle politique, à votre avis, il ferait ? Mais absolument la continuité de la politique macroniste. Absolument la continuité. Puisque c'est déjà ce qu'il vote quand il est dans l'opposition, soi-disant. Donc, il ferait exactement la même politique que... Donc, si vous raisonnez juste en bloc droite-gauche, vous êtes berné à tous les coups. Mais ça veut dire que vous seriez davantage prêt à faire une union avec des patriotes de gauche qu'avec des mondialistes de droite.
Oui. C'est sûr qu'il Oui. résumé comme ça. Regardez, en Allemagne, cette, comment s'appelle-t-elle déjà? J'oublie toujours son nom. Sarah, attendez, je vais le retrouver parce que Ouais. elle a remporté d'ailleurs un beau succès hier aux élections régionales allemandes. Attendez, j'ai son nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à imprimer son nom. Sarah, voilà. Sarah Wagenknecht. Ah oui, je Bon. comprends que vous ayez du mal à retenir son nom. Voilà, pardon. Sarah Wagenknecht. Pourtant, j'ai fait de l'allemand à l'école, mais Sarah Wagenknecht. Cette députée, cette politique allemande, elle est classée à gauche. Elle est contre la guerre en Ukraine. Elle est contre l'OTAN. Elle est contre l'Union européenne, etc., etc. Elle est contre l'immigration massive. Attention. Hein, vous voyez, donc moi, je ne suis pas un Mélenchon bis, etc. Elle est beaucoup plus cohérente que Mélenchon, parce qu'elle est aussi elle est contre. Bon, je la trouve beaucoup plus respectable qu'un droitard mondialiste, euro-mondialiste en France, qui va se dire moi je suis de droite, et puis qu'est-ce qu'il fera au pouvoir? Il va se mettre dans les jupons d'Ursula von der Leyen, de l'OTAN, et saccager notre industrie, nos services publics et notre agriculture. Je suis pour la France avant tout. Je ne regarde pas les étiquettes. Je regarde la cohérence et la sincérité du cœur. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et aux Patriotes, vous avez beaucoup de gens qui viennent de la droite, de la gauche, de partout, nulle part, et on s'en fiche. Écoutez, c'était le mot de la fin. Florian Philippot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président des Patriotes. On vous dit à très bientôt sur notre antenne.